Mon mariage a eu lieu quand j'avais 17 ans, et Steve en avait 22. Aujourd'hui, notre longue union est arrivée à son terme. J'ai trompé mon mari, une histoire aussi vieille que le monde. Je me suis retrouvé loin de chez moi, sur la côte est, pour participer à un programme de formation professionnelle. Le cours durait 6 semaines. Ayant maintenant 29 ans, il n'était pas surprenant que j'attire l'attention amicale de mes camarades, en particulier des hommes. Leurs avances étaient constantes. Certaines femmes manifestaient également de l'intérêt. L'un des hommes, Marc, un mâle alpha typique, trapu, bronzé et en pleine forme, a capté mon attention dès le premier jour de cours. Nous avons été répartis en binôme, et il s'est approché de moi directement, en me demandant si je voulais être sa partenaire. J'ai acquiescé, je dois l'admettre. Dès le départ, j'ai été attiré par lui. Je me sentais à l'aise en sa compagnie. Bien qu'il ne fût pas aussi beau que mon mari, Steve, ni en aussi bonnes conditions physiques. Il était plus âgé que Steve, juste un peu plus de 40 ans. Alors, qu'est-ce qui, chez lui, m'a captivé si intensément, si rapidement? Je n'en suis toujours pas certaine, je suis incapable de l'exprimer. Cependant, je me suis surprise à anticiper avec impatience nos interactions quotidiennes. Le temps que nous passions ensemble en classe a rapidement évolué vers des dîners partagés, parfois avec tout le groupe, et d'autres fois, juste nous deux en privé. Nous prenions un verre ou deux et nous nous laissions aller à quelques pas de danse. J'éprouvais un immense plaisir en sa compagnie, me sentant complètement détendu et à l'aise. Cependant, nous n'avons pas eu de relation sexuelle. Bien sûr, l'idée m'a traversé l'esprit, qui ne l'aurait pas envisagé? Chaque soir, il me raccompagnait à ma chambre. Nous échangions une étreinte avant de nous séparer. En seulement 2 jours, j'en étais venu à le considérer comme un ami précieux. Telle était la rapidité avec laquelle mes sentiments pour lui s'étaient développés. Pourtant, rien de tout cela n'excuse mes actions. J'assume l'entière responsabilité de ma décision de coucher avec lui. Le dernier soir de cours, après le dîner, il a passé son bras autour de mes épaules pour la première fois. Alors que nous retournions à l'hôtel en marchant, je me suis rapproché, enlaçant sa taille de mon bras. Ainsi, nous sommes rentrés à l'hôtel, le geste me semblant tout à fait naturel. Devant ma porte, j'ai réalisé que je lui tenais la main, l'invitant à entrer dans ma chambre, dans mon lit, dans mes bras. J'étais consciente de l'inconvenance de tout cela, mais je ne comprenais pas pleinement la motivation derrière mes actions. Je n'avais même pas consommé d'alcool ce soir-là. Néanmoins, j'ai continué, trahissant sciemment mon mari. Je me suis persuadé que ce serait une occurrence unique, que personne ne le découvrirait jamais, et que personne n'en souffrirait. À cet instant, je désirais être avec Marc, et ce désir a éclipsé mon sens de la décence et ma loyauté envers Steve. C'est tout ce qu'il a fallu, une occasion fortuite couplée à une part de rationalisation. C'était tout. J'ai ressenti une compulsion à commettre un acte que je savais répréhensible. Marc était gentil. La rencontre sexuelle s'est avérée être bien plus satisfaisante que celle avec mon mari. Le frisson de la nouveauté ajoutait à l'attrait. En ce qui concerne l'acte d'amour, je dirais seulement qu'en termes de taille, Marc était quelque peu moins bien doté que Steve. Par conséquent, il ne s'agissait pas de savoir s'il était physiquement supérieur ou inférieur à Steve. Plutôt, avec Marc, le sexe était agréable. En effet, c'était joyeux et merveilleux. Il possédait la capacité de me faire lâcher prise à plusieurs reprises. Je n'avais jamais ressenti une telle sensation avec mon mari. Lorsque nous faisions l'amour alors, indépendamment de la qualité de la soirée, cela pâlissait en comparaison de la douleur subséquente. Je déplore la façon dont les choses se sont passées. Cependant, l'acte était accompli. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait, une vague de culpabilité m'a frappé avec la force d'un coup de massue. Culpabilité d'avoir trahi mon mari. Culpabilité de ne pas savoir si Marc était marié, et de potentiellement compromettre son mariage également. Même culpabilité pour le plaisir lui-même. Je pouvais à peine supporter de regarder mon reflet dans le miroir. Marc est parti tôt, et je ne l'ai plus jamais rencontré. Tout au long de la journée, j'ai eu l'impression de naviguer dans un brouillard épais. Je ne sais pas comment j'ai réussi à trouver l'aéroport et à monter à bord de mon vol. À mon arrivée, Steve était là pour m'accueillir. J'ai affiché un sourire radieux et l'ai accueilli avec une étreinte joyeuse et enthousiaste, pour me voir rétorquer « Mon Dieu, Sarah, tu as l'air terrible ». Ce furent les premiers mots de Steve. « Il faut qu'on te sorte d'ici. Je ne veux pas que quiconque nous voie dans cet état. »
nous avons rassemblé mes affaires et nous sommes rentrés à la maison. Tout au long du trajet, j'ai lutté pour réprimer mes larmes. Cependant, alors que nous approchions de l'allée, j'ai failli perdre le contrôle. Et en franchissant le seuil, je l'ai véritablement perdu. J'ai laissé tomber mon bagage à main et mon sac à main, et j'ai éclaté en sanglots. Steve, il faut que je te dise quelque chose. La conversation qui a suivi s'est déroulée aussi désastreusement qu'on peut l'imaginer. Il explosa dans une crise de rage, me traitant d'adultère et déversant sur moi à peu près toutes les insultes imaginables. Il me demanda si j'avais mes règles, comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre expliquer mes actes. Ensuite, il commença à remettre en question la véracité de mon récit. Mais c'était une seule fois ? Sarah, demanda Steve. Comment puis-je en être sûr ? Je n'arrive pas à croire que tu poses cette question, Steve. Bien sûr, c'était une seule fois que je t'en ai parlé. Si je n'avais rien dit, tu ne l'aurais jamais su. Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas, exigea Steve. Il était doué au lit. Plus grand que moi ? Plus attirant ? Qu'est-ce qu'il avait de spécial ? Qu'est-ce qu'il avait que je n'avais pas, qui t'a poussé à jeter à la poubelle 12 ans de mariage ? Je ne sais pas. Je pleurais, mais à ce moment-là, j'avais déjà discerné la réponse. Dans l'avion, j'ai compris ce qu'il y avait chez Marc qui m'avait incité à violer mes vœux matrimoniaux. Il était amusant. Il me procurait un sentiment de bien-être, de détente et de facilité. Il se montrait bien plus attentif au lit que Steve ne l'avait jamais été. Cependant, je savais que si je révélais quoi que ce soit de tout cela, Steve me mettrait immédiatement à la porte. Je veux divorcer, Steve. Pourquoi ? J'ai fait une erreur. Je le reconnais. J'en assume l'entière responsabilité. Je ferai tout pour arranger la situation. Je te le jure. Ça ne m'intéresse plus. Je n'arrive tout simplement pas à croire que tu as fait ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il avait que je n'avais pas ? Oh mon Dieu, j'ai ressenti une forte envie de lui cracher la vérité au visage. Mais je me suis retenu. Je ne sais pas. Steve n'avait pas encore terminé. Est-ce que je ne suis pas suffisant pour toi, répéta-t-il. Mon Dieu, que vont penser tous nos amis et notre famille quand on divorcera ? Est-ce que tu comprends l'image que ça renverra de moi ? Tout le monde se rendra compte qu'on n'était pas le couple parfait. Est-ce que c'est vraiment si important pour toi ? Oui. Mon Dieu, comment crois-tu qu'on en est arrivé là ? Parce que j'ai travaillé d'arrache-pied pour que notre relation soit parfaite et pour la maintenir ainsi. Non. C'est entièrement de ta faute. J'ai l'intention de dire à tout le monde que tu m'as trompé. Au moins, de cette façon, je préserverai ma réputation. Steve, implorai-je, tu ne peux pas au moins y réfléchir pendant une nuit ? Je viens de te l'annoncer, et en 5 minutes, tu parles déjà de divorce. Bien sûr que si. Alors, c'est tout ? Tu ne m'aimes plus ? Non. Est-ce que je pourrais un jour regagner ta confiance et ton amour ? Est-ce que tu peux me pardonner ? Je ferai tout pour arranger la situation. Je ne peux pas te pardonner quand je ne connais pas la motivation derrière tes actions, parce que je ne sais pas ce que je pardonne. Je ne veux plus voir ta tête. C'est fini. Pourquoi, m'exclamai-je, parce qu'on avait un mariage parfait. Et apparemment, ce n'était pas suffisant pour toi. Alors, tu m'as trompé. Tu es même incapable d'expliquer pourquoi tu l'as fait. Cela implique qu'il n'y a aucune assurance que ça ne se reproduira pas. Pire encore, si tu ignores la raison de ton infidélité, alors toutes les circonstances qui l'ont précipité pourraient encore exister, ce qui signifie que tu pourrais recommencer. Alors, non, merci. Je ne suis pas disposé à ce qu'on me déchire le cœur une deuxième fois. Mais on sait que ça n'arrivera plus. On sait, lança-t-il sèchement. Va te faire foutre, Sarah. Ouais, je savais que tu ne me tromperais jamais, jusqu'à ce que tu le fasses, alors ? Non, nous ne savons pas que ça ne se reproduira pas. J'ai l'impression que je ne peux pas te faire confiance, ni croire un seul mot de ce que tu dis, et je ne peux pas supporter cette incertitude. Et je ne permettrai certainement pas que ton comportement immoral ternisse ma réputation aux yeux de tous ceux que nous connaissons. Steve, ça pourrait être l'histoire de n'importe qui, pas seulement la nôtre. C'est arrivé à de nombreux couples, et ils ont persévéré. Ce n'est pas différent du risque que tu prendrais avec n'importe qui tu pourrais épouser. C'est simplement la vie, et parfois nous devons affronter le terrible gâchis qu'elle nous présente. Steve, je te jure devant Dieu,
je vais arranger la situation si tu veux bien me le permettre. Ce n'était pas une catastrophe aléatoire. Tu nous as poignardé dans le dos avec ta petite erreur, et c'est un risque que je ne suis pas prêt à reprendre. Tu ne peux pas être sérieux. On voulait des enfants. Enfin, on voulait en avoir. Tu vas tout jeter à la poubelle parce que j'ai fait une erreur une fois? Tu ne veux pas avoir d'enfants? Être père? Si c'était toi qui avais trompé, je te pardonnerais. Dans ces circonstances, j'essaierai de comprendre, de déterminer où nous nous sommes égarés et de rectifier le tir. Non, ce n'est pas nous qui nous sommes égarés. Tu as tout gâché, et il y a toujours le risque que tu recommences. Je ne recommencerai pas. On en a déjà parlé. Tu l'avais juré une fois auparavant. Tes paroles ne suffisent pas. Soudain, une vague de rage aveugle m'envahit. Putain, Steve. Tu crois que tu as tout compris. Tu vas jeter à la poubelle tout ce que nous avons construit ensemble, le temps, les souvenirs, la famille que nous aurions pu avoir, tout ça à cause d'une seule erreur. Parce que tu accordes la priorité à l'image que tu vas renvoyer aux autres. Alors, il prononça ces mots impardonnables. Que le diable t'emporte, Sarah. Nous avions tout. Nous avions une vie tellement merveilleuse. Tous nos amis nous enviaient. Et tu es allé détruire notre mariage, et tu n'es même pas capable d'expliquer pourquoi. Tu sais très bien pourquoi. Tu l'as fait. Tu l'as désiré. Tu étais excité, tenté, et tu as pensé que tu ne serais pas prise. Tu as pensé que ce serait amusant. Tu as détruit la vie que nous aurions pu avoir, et tu ne peux toujours pas dire pourquoi. Alors, va au diable si tu crois que je vais rester pour la suite. Et puis il a dit ça, la pire chose qui soit jamais arrivée. Dieu merci, nous n'avons pas encore d'enfants. Dieu merci, c'est arrivé avant qu'on en ait. Dans ce sens, ta petite aventure était une bénédiction. Alors, merci, Sarah. Je ne pouvais plus supporter ça. Tu sais quoi? Peut-être que tu as raison. Peut-être que mon aventure était une bénédiction cachée. Tu veux savoir pourquoi j'ai couché avec lui? Il me faisait me sentir bien. Il était amusant. Je pouvais converser avec lui sans que chaque mot soit disséqué et jugé. Et c'était avant que je couche avec lui. Et tu sais quoi d'autre? Il était meilleur au lit que toi. Il se souciait suffisamment de faire en sorte que ce soit bien pour nous deux. Alors, si ma petite aventure te pousse à partir pour que je puisse trouver un homme meilleur, alors oui, c'était une bénédiction, et j'en remercie Dieu. Eh bien, bonne nouvelle, dit-il. Tu es déjà en train de réduire la liste des candidats. Ce soir-là, il quitta la maison. Nous ne nous sommes plus jamais parlé, sauf par l'intermédiaire de nos avocats respectifs. Une fois le divorce prononcé, il a déménagé hors de l'État, sans me dire où il allait. Sa menace, de crier sur tous les toits que la dissolution était entièrement de ma faute, s'est avérée être précisément cela, une simple menace. Il s'est abstenu de se confier à nos connaissances, voisins ou amis. Peut-être qu'il a discerné la futilité d'une telle entreprise. Ou peut-être qu'il ne pouvait pas supporter la perspective d'être perçu comme un homme qui avait été trahi. Pendant les 3 mois qui ont suivi, chaque soir, je me couchais en espérant ne pas me réveiller. Et chaque matin, alors que le soleil se levait à nouveau, il me ramenait, hurlante, me débattant et absolument réticente à continuer à vivre. La vie, inexorablement, progressait, indépendamment des événements qui se produisaient, de nos actions ou de nos sentiments. J'exécutais mes tâches professionnelles en pilotage automatique. Mes pauses déjeuner se passaient enfermées dans mon bureau, derrière une porte close, à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Cependant, on ne peut pas pleurer perpétuellement. La vie nous jette une multitude de choses désagréables à la figure, dépassant fréquemment notre capacité à y faire face. Pourtant, elle persiste malgré tout. Alors que le chagrin concernant mes actions s'estompait progressivement, que la tristesse pour mon mari parti, mon mariage brisé, mon occasion gâchée d'une famille et d'une belle existence, commençait à s'apaiser, j'ai recommencé à me sentir comme avant. Certes, je pleurais perpétuellement ce que j'ai perdu et la manière dont je l'ai perdu, comment Steve et moi l'avons tous les deux perdu. Mais finalement, j'ai acquis la capacité de garder mon calme en public. J'ai recommencé à apprécier de voir le soleil se lever. J'ai même commencé à remarquer à nouveau les hommes. Plusieurs années plus tard, j'ai appris par sa mère que Steve avait commencé à se détériorer. Il était devenu pratiquement impossible de collaborer avec lui, intolérant à la moindre erreur ou omission.
Il se fixait de manière obsessionnelle sur chaque tâche, au point d'en être paralysé. Par la suite, il a pris une série de décisions commerciales désastreuses qui ont coûté des millions à l'entreprise. Il a été licencié de son poste. Il ne s'est jamais remarié. Il a sombré dans l'alcoolisme, au chômage, et gaspillant ses ressources dans du whisky bon marché. Il a perdu ses comptes, et la banque a saisi sa résidence. Le jour de son expulsion, il s'est précipité dans la rue et s'est jeté sous un camion de grande taille. Il semblait incapable de se pardonner à lui-même, et encore moins à qui que ce soit d'autre. J'ai pleuré pendant des jours. J'ai eu l'impression de le perdre, de perdre notre mariage, une fois de plus. Tout aurait pu se passer si différemment. Tout aurait pu être tellement mieux. Avec une seule décision infidèle, j'ai anéanti notre mariage et notre vie. C'était entièrement de ma faute, éternellement. Cependant, Steve a détruit notre mariage et sa propre existence à cause de son refus obstiné de pardonner et de sa préoccupation excessive pour son image aux yeux de tous les autres sur Terre, à l'exclusion de nous. J'ai pleuré encore plus profondément à cause de cela. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, notre histoire est devenue universellement connue parmi nos amis et voisins. Je n'avais aucune intention de mentir sur quoi que ce soit. Ni sur moi, ni sur Steve. Une poignée d'amis m'ont censuré et ont cessé toute communication. Cependant, ce qui m'a le plus étonné, c'est le nombre de nos voisins et amis qui ont choisi de rester proches de moi. Ils exprimaient invariablement le même sentiment, ils n'avaient jamais vraiment aimé Steve. Il était excessivement ostentatoire, le type même du « regardez comme je suis parfait ». Ils s'empressaient sans cesse d'énumérer ce qu'ils considéraient comme des défauts dans tout ce que nos amis et voisins faisaient. Tous ceux que nous connaissions entretenaient principalement le contact avec nous parce qu'ils m'appréciaient. La plupart de nos amis ont souhaité à Steve bon débarras et ont déclaré que j'étais mieux sans lui. L'une de mes plus ferventes avocates s'est avérée être ma belle-mère. Elle est arrivée chez moi, exigeant une explication. Steve, son propre fils, avait négligé de l'informer de la raison pour laquelle son mariage s'était désagrégé. Je lui ai tout raconté. Une fois que j'eus terminé, elle s'est approchée de moi et m'a giflé. Ça, c'est pour avoir trompé mon fils. Puis, elle m'a enlacé tendrement et a déclaré, et ça, c'est pour t'être débarrassé de lui. Tu as de la chance que je sois désolé de ne pas avoir élevé un meilleur homme pour toi. Nous nous sommes étreintes et avons pleuré pendant plus d'1 heure. Les larmes ont été mes compagnes constantes dans les jours et les semaines qui ont suivi. J'avais amplement de raisons de pleurer. Cependant, assez rapidement, même ces larmes ont cessé de couler. Le temps apaise toutes les souffrances. Plusieurs années plus tard, je me suis remarié et j'ai retrouvé le bonheur. J'ai eu 2 enfants, un petit garçon et une fille. Je n'ai jamais trompé mon nouveau mari. Mais, à vrai dire, je n'ai jamais aimé mon premier mari, Steve, comme j'aime mon second mari, Fred. Cette fois, plus âgé et plus sage, j'ai choisi un homme qui suscitait en moi les mêmes sentiments positifs que Marc autrefois, un homme dépourvu de complexe de perfection. On dit que tout arrive pour une raison. Je suis dubitative quant à cette notion. Le plus souvent, on a simplement l'impression que des événements désagréables se produisent et que, finalement, tout le monde s'y retrouve mêlé. Peut-être que ce que j'ai dit à Steve lors de notre dernière conversation contenait une part de vérité, que mon unique acte d'infidélité m'a servi de carte sortie de mariage avec un homme qui ne ferait pas un bon père. Je croyais autrefois que Steve était l'homme idéal dans notre mariage parfait. Cependant, il n'avait jamais été vraiment mis à l'épreuve. Et quand il l'a finalement été, il a vacillé. Jusqu'à ce que je rencontre Marc et que je passe beaucoup de temps avec lui, je n'avais jamais réalisé à quel point il pouvait être agréable d'être simplement en compagnie d'un homme. Jusque-là, je n'avais jamais réalisé, je ne m'étais jamais consciemment avoué, à quel point Steve était vraiment dur et inflexible, ni à quel point il avait été un amant inattentif. Alors, mon acte d'infidélité était-il ma méthode subconsciente de me libérer de ce mariage ? Ou faisait-il partie du plan de Dieu pour que je comprenne ce que c'est que d'avoir un conjoint impitoyable, afin que je puisse mieux apprécier mon second mari et comprendre ce qui peut être perdu lorsque le pardon n'est jamais accordé ? Je regrette d'avoir trompé Steve chaque jour. J'aurais aimé ne jamais avoir porté un coup aussi dévastateur à notre mariage. J'aurais aimé que Steve ait fait preuve d'un minimum de compréhension. S'il était resté, j'aurais tout fait pour assurer son bonheur. Et je le pense vraiment. Mais ce qui a été fait a été fait. Et c'est dans la phase suivante, celle qui a commencé à partir de ce moment, que Steve a vacillé. Ou était-ce encore moi qui ai échoué ?
Je n'aurais jamais vraiment compris la nature de Steve si je n'avais pas commis cette erreur flagrante. Et une fois que nous aurions eu des enfants, partir aurait été excessivement douloureux. Je n'aurais jamais connu la vie que j'ai maintenant, celle que je partage avec Fred et nos enfants. Mon premier mariage devait-il vraiment s'effondrer pour que je comprenne tout cela? Peut-être que mon acte d'infidélité était destiné à offrir une opportunité à Steve, une chance d'apprendre, de mûrir et de surmonter les adversités que la vie peut présenter. Son opportunité de cultiver le pardon, ou au moins de faire preuve d'un minimum de grâce, suffisant pour préserver un bon mariage et la vie que nous avions ensemble. Mais il a gâché cela. Sans la capacité de pardonner, je crois qu'aucun de nous ne peut endurer longtemps dans ce monde. Steve n'a pas pu. Si c'était là les leçons que nous étions tous deux destinés à apprendre, j'aimerais simplement qu'elles n'aient pas été si pénibles. Et pour Steve, cela s'est terminé tragiquement. Mais nous sommes libres de souhaiter ce que nous voulons. Dieu a ses propres desseins pour nous. Nous ne les approuvons peut-être pas, mais nous devons en tirer une compréhension. Je suis incertaine. Ce que je sais, c'est que lorsque mon mari, Fred, est rentré à la maison après un long voyage d'affaires, j'ai pu discerner que quelque chose n'allait pas. Il a avoué avoir couché avec une autre femme pendant le voyage. Je l'ai serré fort dans mes bras et j'ai dit, ce n'est pas grave. Je comprends comment de telles choses peuvent arriver. Nous allons déterminer ce qui ne va pas entre nous, ce qui a précipité cela, et nous allons y remédier. Nous allons persévérer à travers ça. Cela a pris un certain temps, mais beaucoup moins qu'on ne pourrait l'imaginer. Des sentiments blessés? Nous en avions un camion entier à gérer, comme n'importe qui d'autre dans une situation comparable. Cependant, nous avons affronté les problèmes de front. Ensemble, nous avons sollicité les conseils d'un conseiller conjugal pour nous aider à y naviguer. Mais même à notre point le plus bas, le mot divorce n'a jamais fait surface. Nos enfants sont restés inconscients de l'existence d'un problème. Nous avons préservé notre mariage et notre famille intacts. Et nous avons cultivé une relation encore plus forte, plus dévouée qu'avant. Et c'est heureux que nous l'ayons fait, car la vie ne s'achève qu'au moment de notre inhumation. Et au fil des années, de nombreux autres défis de la vie se sont présentés, difficultés financières, stress lié au travail, maladies, tentations venant d'autrui. Pour nous deux, des difficultés avec nos enfants à mesure qu'ils grandissaient. Nous avons tous les deux commis des erreurs, mais nous nous sommes pardonnés et avons continué d'avancer. C'est ce que nous avons essayé de transmettre à nos enfants, du mieux que nous pouvions. Vous êtes humains. Vous commettrez des erreurs et ferez des choix imprudents. Vous pourrez blesser les autres, intentionnellement ou non, et d'autres vous blesseront. La seule grâce rédemptrice, celle qui émane directement de Dieu, est le pardon. Fred et moi avons surmonté tous les défis de la vie. Ensemble, nous avons construit une existence merveilleuse pour nous et nos enfants. Perfection ou pardon? En tant qu'être humain, nous sommes incapables de perfection. Et même si nous en étions capables, je soupçonne que nous ne l'apprécierions pas énormément. La quête de la perfection aboutit invariablement à la destruction. Par conséquent, remercions Dieu pour le pardon. Vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez dans la vie. Le seul facteur qui limite notre capacité à pardonner, c'est nous-mêmes. Hvorfor drukner han mig? Det der skal jeg også bruge. Hold kæft, jeg har mange ting. 2, 3, 4. Nej, det gør du ikke, det der. Det gør du sgu ikke, mate. Jeg vil lade bare det der blive, tænker jeg. Tag dem der med. Hvad er det der så? Der er flere ting endnu. Ja, det er massive. Men der er jo, Benjamin mod Spawn, der er der en bambus-ting lige ved siden af jo. Hvis du bare går den anden vej. Nej. Sepp. Du skal ikke blokke mig ind, din lille oste. Men Sepp, det er fordi, jeg tænker sådan lidt på, hvor er min Elytra? Jeg ved ikke, det kunne være, du har set den måske. Den var her ikke. Hvad sker der, hvis man kommer til at break en Elytra, mens man flyver 2 gange? Går den så i stykker? Nej, jeg kommer bare til at skifte til min chestplate, så banger her, by the way. Hvis du... Hold... What the fuck er det den her witches problem? 2 sek. Er der... Mods, kan I ikke lige sove, eller hvad? Sepp, den der trådløse light tracker.
Det gik ikke i stykker. Nej, jeg tror også, han har den lille bandit. Har den ikke sværere? Nej, jeg tror på dig. Ikke Mods kan ikke lige sove. Tak Mods for at sove. Okay, jeg skal af med den der witch, så jeg lige kan komme derover igen. Jamen, det er jo noget lort. Er der nogen, der har en elytra, så? Ej, ikke igen. Jeg står lige og gør noget, witch. Bro. Ej, nej. Ej, nej, der er også et skelet. Jeg er faktisk død. Sepp, red mig. Sepp, please. Sepp, jeg har 1,5 HP. Please, Sepp. Brød. Fuck den der witch. Løb. Jeg ved ikke, om man prøver at blokke mig, så jeg dør, eller blokke mig, så jeg lever. Sip, please. Sip. Please, dude. Det kan du ikke gøre. Du er ikke ægte, man kan ikke dø i poison. Nej, men jeg kan da dø af de 10 mobs, der er her. Har en elytra, hvis det er. Den vil jeg rigtig gerne have i penge sige. Tak for hjælpen, Sip. Skal jeg væk fra dig, inden du dræber mig. Nak den dog nu. Jeg har jo ikke noget håb i. Hvorfor er det, jeg ikke må tage mit brød ned her? Sådan der. Og hvorfor er det, han spiser vandmeloner, by the way? Det er sgu for skørt til mig. Havde jeg ikke bones? Hvad var det for en lyd? Han har meget erfaring med at dø med et halvt hjerte. Ja, det er det. Nå. Skal vi se, om jeg kan finde tilbage til mit hus nu? Hvis der overhovedet er noget tilbage. Nå, men lidt irriterende, at jeg skal løbe resten af vejen, fordi mit elytra ikke er her, men altså... Hvornår klarer du et halvt hjerte run? 24 timer inden Icon, pretty much. Kasper tror, han bruger Meteor Client Echo. Det er i orden, synes jeg. Og tak for at kigge med, mate. Så rigtig godt. Altså, jeg forstår ikke den der elytra der. Jeg heller ikke herinde. Lad nu være at droppe mig alt muligt junk. Nå, hvad var det min kort svar? Jeg har 4.000 blocks tilbage stadigvæk, by the way. For mig selv. Hvor kan jeg få bamboo? Benja, er du det samme sted som alle andre? Har jeg fundet? Nå, okay. Helt forstår. Jeg hopper også i seng. Sov rigtig godt. Sov rigtig godt, Jeanette. Og held og lykke med benet i morgen. Eller ikke med benet, men med at komme hjem. Eller hvad man skal sige. Eller så, ja, så også med benet. Altså, du forstår, hvad jeg mener, ikke? Mig forstår. Jamen, det var godt. Det var godt. Tak selv, tak. Pride uge. Hvad var det, jeg skal have? Jeg skal den her med.